l'INSEAC du CNAM. Bien, nous nous retrouvons pour cette troisième soutenance PEPS, projet d'expérimentation professionnelle et scientifique du Master 2 2024-25. Aujourd'hui avec un sujet qui est un sujet qu'on connaît bien, les transmusicales de Rennes. Et on va voir si on le connaît si bien grâce à vous. On est heureux d'accueillir Erwan Guadec, directeur délégué de l'association transmusicale, Camille Royon, chargée de l'action culturelle, de l'éducation artistique et culturelle, des parcours trans. Je mets tout parce que c'est pas le nom exact de ta fiche de mission, mais on a l'émission derrière. Et toujours en continuant avec Thierry Seguin, directeur du CNCA. On va vous écouter pendant 20 minutes, nous présenter le résultat de votre soutenance. Et comme disait Damien tout à l'heure, on est déjà trop long, donc on vous écoute. Ah, exactement. Je faisais ça tout à l'heure, c'était très bien. Prendront d'abord la parole nos partenaires de l'ATM, puis Thierry Seguin, et enfin, nous terminerons avec Zoé, Justine, Damien et moi-même. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors, à travers cette soutenance, nous reviendrons sur la commande et la méthodologie de notre projet, sur nos 3 parties, sur notre terrain de recherche et sur une des préconisations que nous avons décidé de mettre en avant dans notre 4 pages aujourd'hui. Nous avons l'honneur de vous présenter notre projet d'expérimentation professionnelle et scientifique, fruit d'un travail collaboratif entre 7 étudiants du Master 2 Culture et Communication de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. Notre équipe est composée de profils variés et complémentaires. Donc, je vous présente Zélie Alfandari, Pierrick Cam, Ilona Nago, Cyrielle Bâton, Chloé Méa juste derrière et Yaël Velay en rouge. Le travail en équipe a été une véritable force et c'est grâce à la synergie de nos compétences respectives que nous avons pu mener à bien ce projet aujourd'hui. Nous tenons à remercier l'équipe pédagogique de l'INSEAC ainsi que l'entièreté de l'Association des transmusicales et toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans les enquêtes. Aujourd'hui, j'aimerais citer Damien Malinas, Raphaël Roth, Justine Jean Daudy d'Anjou, Zoé Lagnès, ainsi que l'équipe des transmusicales, Camille Royon, chargée de l'action culturelle et de production des ressources auprès des publics, Erwan Guadec, directeur délégué de l'Association des transmusicales, ainsi que Thierry Seguin, le directeur du CNCA. Merci à vous, jury, d'être présents aujourd'hui et je laisse la parole à Cyrielle Bâton pour vous présenter la prochaine partie. Donc, je vais vous présenter la commande que nous avons reçue ainsi que la méthodologie que nous avons mise en place afin d'y répondre au mieux. Donc, concernant la commande, nous avons reçu une commande dans le cadre de notre PEPS émise par l'Association des transmusicales comportant 3 axes. Donc, le premier axe concerne la baisse de fréquentation des jeunes 18 à 25 ans au festival. Donc, notre objectif était de d'abord vérifier si cette baisse était réelle et si oui, quelles en sont les causes. Le second axe était les pratiques festivalières des 18-25 ans. Donc, nous nous sommes posés comme question quelles étaient les attentes des jeunes envers un événement comme les transmusicales. Donc, ces 2 premiers points nous touchaient particulièrement puisqu'ils concernent notre tranche d'âge. Et enfin, le dernier point concernait les changements architecturaux du Parc Expo. Donc, en effet, le Parc Expo va connaître des travaux menés par la ville de Rennes et modifier donc, les espaces, dont le hall 9, lieu emblématique du festival. Donc, nous sommes intéressés et nous avons mis en place une analyse sur les impacts des changements sur l'organisation du festival, mais également sur l'expérience festivalière, que ce soit pour les anciens festivaliers comme les nouveaux. Et enfin, quelle était la perception de ce nouvel espace. Donc, concernant la méthodologie, nous avons mis en place une méthodologie dite mixte, puisque nous avons allié quantitatif et qualitatif. Donc, c'est une méthodologie que nous avons appliquée à nos 3 parties, avec des aménagements si besoin. Donc, concernant le quantitatif, nous avons d'abord mené une analyse des enquêtes menées par l'ATM de l'édition 2021 à 2023, que nous avons ensuite comparé avec les données récoltées sur le terrain lors de la 46e édition, où nous étions du 5 au 7 décembre. Donc, nous avons tout d'abord mené un entretien flash sur N2 et la place Sainte-Anne, un questionnaire, excusez-moi. Un questionnaire ensuite sur les bars en trosse place Sainte-Anne et enfin un questionnaire sur le Parc Expo sur 2 soirées au Parc Expo. Concernant le qualitatif, du coup, nous avons mené au total 10 entretiens, 2 en amont du festival et 8 pendant le festival du 5 au 7 décembre. Donc, ces entretiens nous ont permis de recenser des infos et des ressentis essentiels à notre analyse que nous avons fait par la suite sur différents axes, sur l'accessibilité, la communication, la place du festival dans la métropole de Rennes,
mais également le Pass Culture ou encore le Parc Expo. Donc, vous avez les noms ici des personnes que nous avons interrogées. Et enfin, nous avons également mené une revue littérature qui nous a permis de poser un cadre théorique sur nos observations que vous pouvez retrouver devant vous dans le 4 pages, mais également prochainement dans notre livrable. Et je vais donner la parole à Ilona qui va plus vous expliquer du coup notre premier axe. Alors pour la première partie et le premier axe, je vais vous parler de l'identification de la venue ou non venue des jeunes au Festival des Transmusicales, donc des jeunes entre 18 et 25 ans. Pour répondre à chacune des commandes, donc il y en a 3, on a identifié et défini plusieurs hypothèses, et aujourd'hui on va se concentrer que sur une seule hypothèse par partie à chaque fois. Pour identifier les motifs de venue des jeunes, on s'est concentré sur plusieurs éléments, donc la perception et le vécu des jeunes dans des festivals, les sujets abordés par musique et société, la communication et aussi l'accessibilité des paiements en ligne, avec par exemple le Pass Culture. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, on va faire un zoom sur les actions de communication, car on voulait savoir à qui s'adressait cette communication et on a relevé des atouts et des barrières. Et pour cela, on s'appuie sur l'hypothèse les actions de communication sont ciblées en direction d'un public déjà amateur. Des actions de communication sont particulièrement claires pour un public familier au transmusical et moins pour un néo-public. Pour développer ce point de communication, on a étudié la communication des festivals en France et les stratégies de communication développées grâce à l'étude SoFest. On a ensuite relevé les atouts et spécificités du travail de communication fait par les transmusicales. Et on a enfin fait une étude comparative, un benchmark, entre le Festival des Transmusicales de Rennes et les Bars en Trans, qui est un festival qui est voisin et qui a lieu au même moment. Et on a également pu rencontrer Valentin Kuef, qui est responsable de coordination à l'ATM, et qui a pu nous parler des publics qu'il ciblait dans ses stratégies et de la coordination des différents supports de communication. Et tout cela nous a amené à un résultat, c'est que la communication s'adresse à un public déjà amateur. Et pour illustrer ces propos, on peut s'appuyer sur ce graphique chiffré qu'on a récupéré lors de notre travail de terrain, qui était adressé à des jeunes d'une vingtaine d'années, où on a croisé 2 questions. Avez-vous vu passer la communication des rencontres des transmusicales de Rennes et vous sentez-vous concerné, impliqué par la communication des trans ? Il faut lire sur ce graphique que 61% des personnes ayant vu la communication se sont senties impliquées et concernées par la communication. Et 76% qui n'ont pas vu la communication, du coup, ne se sont pas sentis concernés. Il est important de relever cette indication car ça joue sur la visibilité et on se rend compte qu'il y a plus de personnes qui n'ont pas forcément eu accès aux affiches ou aux supports de communication, peut-être par un manque de désintérêt, certes, ou par un manque d'information. Or, si cela avait été visible, ils auraient suscité l'intérêt et l'engagement de chacun et peut-être fidéliser les jeunes. Donc, pour conclure, la communication, sur cette partie, la communication, c'est quand même le premier contact entre le public et le festival. Donc, il est essentiel de bien mettre en place une stratégie de communication. Et pour s'adresser aux 18-25 ans, donc notre cible, on s'est intéressé à la pratique des jeunes et je vais laisser Pierrick vous en parler. Donc maintenant que l'on a vu, les enjeux de la communication, on va passer aux enjeux et la pratique festivalière des personnes qui viennent au transmusical. Donc dans notre livrable, vous retrouverez 3 points. Donc il y aura l'impact qu'a eu la Covid-19, la pratique festivalière des jeunes 18-25 ans, et aujourd'hui on va se concentrer aussi surtout sur les enjeux de la programmation. Donc pour ça, en fait, on s'est basé sur les écrits de Madame Colin-Lachaud, qui indique qu'elle voit le festival comme un lieu de socialisation. Et donc en fait, les gens ils viennent pour une programmation faite par le festival et ils vont se sociabiliser ensuite avec les autres festivaliers autour de l'ambiance au final. Leur venue une nouvelle fois au festival va se faire ensuite par nostalgie, car ils vont avoir apprécié l'expérience qu'ils ont vécue une première fois au festival. Et en fait, ça s'est confirmé sur le terrain avec l'entretien avec Théo Muller, qui nous a indiqué que les festivaliers faisaient confiance à la programmation de Jean-Louis Brossard. Et du coup, c'est ça qui les faisait venir. C'était plus un enjeu de curiosité, plus que de connaissance pour la programmation et pour les artistes qu'ils vont voir. Et pour le coup, chez les 18-25 ans, ça se ressent.
parce qu'eux, ils vont se renseigner sur la programmation seulement quelques jours ou quelques semaines avant, là où les publics plus âgés vont prendre connaissance des artistes qu'ils vont voir plus en amont, en général dès septembre, pour planifier au mieux leur venue au festival et les concerts qu'ils vont venir voir. Donc en fait, au final, on peut dire que les trans, en tant que festival de musique actuelle, est plus dans une logique de festival de jazz ou de classique, dans le sens où Jacqueline et Négrier l'entendent, dans le sens où c'est en fait la découverte qui va être priorisée, plutôt qu'une logique clientéliste des autres festivals de musique actuelle, de programmer une tête d'affiche pour faire venir le public. Ici, les gens, ils savent qu'ils vont voir une programmation qu'ils ne connaissent pas, ils viennent pour la curiosité et beaucoup aussi pour l'ambiance. Et maintenant que j'ai dit cette partie, je laisse la parole à Chloé pour le Parc Expo. Donc cette troisième partie porte sur la nouvelle architecture du Parc Expo, causée par les travaux à venir dans le hall 9, plus grand hall d'accueil de concerts. Avec l'hypothèse que nous avons choisie ici, nous tentons de répondre au questionnement de l'ATM sur l'impact d'un changement d'architecture pour les festivaliers. Pour analyser cette hypothèse, nous avons essayé de comprendre quels étaient les changements sur le site et comment cela impactait la vie sur le festival. Donc, on remarque en comparant ces deux plans que l'étalement du festival est complètement modifié et presque resserré dans un rectangle. L'entrée ne se fait plus au même endroit. Le Central Park et la place des Fêtes se trouvent à l'entrée du festival comme un accueil, alors qu'il y avait une place centrale auparavant. Et de nouveaux halls sont exploités différemment ou rendus à la technique. Les espaces de transition, quant à eux, se font par les extérieurs et non plus au détour du hall 4. Nous avions une contrainte de temps et de moyens pour analyser cette partie et il nous fallait être sur le terrain pour observer les flux, discuter avec les festivaliers et les acteurs, comprendre les mécaniques et les déplacements et analyser l'architecture. Nous sommes arrivés sur le terrain avec notre commande et nos hypothèses en tête, avec une vision déjà influencée en pensant savoir ce que l'on cherchait. Mais la réalité du terrain nous a rattrapés et lors de nos déambulations ou de nos discussions, qu'elles soient informelles ou à l'aide d'un guide d'entretien ou avec nos questionnaires, d'autres points plus importants nous ont interpellés, tandis que les points sur l'architecture étaient moins abordés dans l'expérience festivalière. Nous avons mené une enquête quantitative et qualitative. Cependant, nous avons réalisé que pour répondre au plus juste sur les véritables enjeux de ce changement, nous aurions gagné à nous tourner vers les professionnels qui font vivre le festival. Nous avons pu interroger 2 barman par hasard qui nous ont accordé quelques minutes et qui ont confirmé la pertinence de poursuivre dans ce sens. Pour comprendre les changements et les réels impacts, un accès aux coulisses du festival et à des données sur la gestion des flux aurait été plus adéquat pour aller plus loin. Nous vous présentons ici un échantillon de verbatim des spectateurs que nous avons laissé tel quel sur les changements suggérés. Notre enquête de terrain nous révèle que la manière dont les festivaliers se repèrent dans l'espace est propre à l'individu et il n'y a pas de lien clair entre leur expérience de navigation dans le festival et leur ancienneté en tant que participants. Des points marquants ont été relevés. Le besoin de signalétique, la distribution des zones d'accueil qui étaient un peu excentrées et les zones de transition entre les halls de concert. Ces espaces jouent un rôle clé dans l'expérience des festivaliers, bien plus que la disposition des halls de concert, par exemple. L'évolution et l'implantation de l'occupation du Parc Expo n'est donc pas un levier qui fait venir ou non les visiteurs. La satisfaction de l'expérience utilisateur du Parc Expo est un ratio de 80-20 positif, selon les réponses de notre questionnaire que nous avons fait passer sur le site. Et en prenant du recul avec un peu plus d'une semaine après le terrain, nous observons des axes de recherche sur des notions clés liées à l'architecture et à la logistique d'un festival, telles que la circulation, la décoration, les aménagements extérieurs et les espaces de repos. C'est un premier niveau d'étude que nous faisons là, et il conviendrait de faire une seconde étude plus approfondie et plus complète sur l'architecture du festival et les impacts qu'il génère sur un temps plus long et dans une commande unique. Cela ouvre également des pistes de recherche sur la manière dont le festival répond aux attentes des festivaliers en perpétuelle évolution avec le temps. Et nous allons maintenant voir un peu plus en détail le terrain avec Zélie. Donc on va maintenant voir la partie terrain. Cette partie, c'est d'un côté le côté pratique de notre recherche, mais c'est aussi notre façon de vivre le terrain. En amont du festival, on a préparé un scénario de terrain
qu'on a construit à partir de nos hypothèses et en estimant les outils les plus appropriés. Donc on s'est arrêté sur 3 questionnaires, des entretiens, mais aussi des observations, des vrais temps d'observation qui ne sont pas forcément explicités dans notre recherche, mais qui nous ont vraiment permis de nous imbiber des transmusicales. Pour le questionnaire Parc Expo, on a eu 41 répondants sur le vendredi et le samedi soir, et on a décidé de vous restituer les lieux de passation pour montrer aussi qu'on a mis des lunettes d'observation vraiment sur les espaces du Parc Expo, et que du coup on a passé les questionnaires dans les endroits vraiment de repos, de sociabilisation. Voilà. Pour les questionnaires dans Rennes, nous sommes allés sur le terrain avec 2 questionnaires, un pour un public tout venant et un avec la possibilité de rencontrer des gens qui sortaient de concerts de bar en trance. Voilà. Le souhait ici était de rencontrer le public rennais et d'avoir leur vision des trans. On a eu beaucoup de jeunes dans ces répondants. On a expliqué ça par le fait que Rennes est une ville étudiante, que aussi on était dans un lieu à Sainte-Anne où il y a une grande fréquentation de jeunes, à des horaires jeunes, et on s'est demandé si c'était pas un peu une limite, parce que du coup notre échantillon est très localisé dans un espace-temps précis. On a pu effectuer pendant ces 3 jours de terrain beaucoup d'entretiens, ce qui a permis d'enrichir beaucoup d'entretiens. Ce qui a permis, les entretiens ont permis d'enrichir le terrain qu'on vivait, parce que du coup, on était en contact de gens qui avaient des discours et des réponses à nos questionnements. On s'est demandé, là aussi, si ça n'aurait pas été utile d'avoir ces entretiens en amont pour mieux préparer le terrain, notamment dans la partie architecture. Pour le rapport d'étonnement par Béatrice Massé, outre sa casquette de savoir sur les trans et dans le domaine culturel en général, on a surtout pu avoir sa vision en tant que visiteuse des trans depuis la première édition. Et donc en fin de terrain, après un petit peu de repos, on s'est retrouvés à chaud pour mettre en commun tous les questionnements, observations qu'on avait pu vivre pendant ces 3 jours, tout mettre à l'écrit et continuer le développement qu'on avait commencé. L'impression globale du terrain, c'était de la grande nouveauté pour nous tous, très dense. C'était aussi apprendre ce que c'est la réalité d'un terrain de recherche avec l'organisation, la gestion de fatigue et aussi comment vivre ce festival en termes d'accessibilité. Et je vais passer la parole sur ce sujet à Yaël qui va présenter l'une des préconisations qu'on vous montre aujourd'hui. Alors, donc pour commencer la présentation de cette préconisation, je vais tout d'abord citer Antoine Capet et David Lemoine qui expliquent l'inclusion comme un véritable processus. Sachant, je cite, que personne ne sait à quoi ressemble une société inclusive idéale, ce n'est que par l'expérimentation et le dialogue que nous pouvons avancer sur la question. Tout d'abord, quand nous avons réfléchi à une préconisation sur l'accessibilité, nous nous sommes tournés vers le site internet de l'ATM et nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas forcément accessible pour les personnes en situation de handicap psychique. Ensuite, sur le terrain, nous sommes axés sur le Parc Expo. Nous avons donc découvert et pratiqué le terrain pendant 3 soirées avec une des participantes en situation de handicap qui était donc en fauteuil roulant sur le terrain. Nous avons noté plusieurs points, notamment le manque d'informations et d'indications qui ne permettaient pas l'autonomie des personnes en situation de handicap. Nous nous sommes alors rendus compte qu'il nous fallait englober notre préconisation dans l'ensemble de la chaîne pour l'accessibilité que vous voyez ici. Et donc en fait d'englober notre préconisation dans toute l'expérience festivalière dans sa globalité. Convaincu que mettre l'accessibilité en tête du programme donne une image forte pour un festival, il est donc nécessaire de comprendre les besoins des festivaliers qui sont donc s'orienter, circuler, utiliser, communiquer, se reposer et enfin être et se sentir en sécurité. Ces besoins en fait sont communs à l'ensemble des festivaliers, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Et donc avoir une attention particulière à ces besoins permet d'avoir un accueil complet et de satisfaire l'ensemble des parties prenantes dans un festival, que ce soit les festivaliers ou encore les artistes ou les personnes qui y travaillent.
Pour rappel, lorsqu'on parle d'accessibilité pour les personnes PSH, on parle de 5 familles de handicaps différents. Le handicap moteur, les déficients auditifs, déficients visuels, handicap mental et handicap psychique. Nous préconisons donc la réalisation d'un audit complet sur l'accessibilité physique et aussi numérique pour un coût d'environ 16 500 €. Vous retrouvez le détail sur le 4 pages ou encore dans le livrable final. Pour ce faire, l'audit donc doit être réalisé par une entreprise qui a l'habitude de le faire et aussi, pourquoi pas, avec des personnes en situation de handicap pour tout simplement leur demander leurs besoins directement. Pour construire cette préconisation, nous sommes appuyés sur le guide des bonnes pratiques produit par le collectif des festivals, ainsi que sur l'accompagnement réalisé par Malakoff Humanis sur des festivals français, notamment Les Vieilles Charrues. Et je laisse la parole à Julie pour conclure cette présentation. Pour conclure, ce projet d'expérimentation professionnelle et scientifique nous a permis d'analyser en profondeur les pratiques festivalières des 18-25 ans et leur rapport au festival des rencontres transmusicales de Rennes. Nous avons pu répondre aux axes de la commande grâce à une méthodologie rigoureuse basée sur des données quantitatives et qualitatives, tout en mettant en lumière les attentes de ce public, leur perception de la communication et l'impact des transformations architecturales du Parc Expo sur leur expérience. Nous tenons à remercier chaleureusement le jury pour l'attention portée à notre présentation, ainsi que tous les encadrants et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre soutien et vos conseils ont été précieux tout au long de cette aventure. Nous serons maintenant ravis de répondre à toutes vos questions et d'échanger davantage sur les aspects du projet qui ont pu susciter votre curiosité. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup. On passe la parole tout de suite à l'équipe des transmusicales de l'ATM. Merci beaucoup pour cette orale. Bravo, vraiment, à toutes et à tous. Alors, je vais peut-être commencer par les questions, puis après je ferai des retours. C'est un peu en vrac parce que du coup on vient juste d'entendre votre présentation, mais je suis curieuse de savoir les réponses que vous avez eues et à quoi, parce que c'est pas hyper clair. Je suis sûre que ça a nourri votre travail, mais je sais pas où ça a nourri votre travail, sur les réponses qu'apportaient les publics que vous avez, les personnes que vous avez interrogées à Sainte-Anne et les personnes de Bar-en-Trans aussi. Et voilà, donc je suis curieuse de savoir ça. J'ai pas tout à fait saisi, c'était sur une slide précédente, pourquoi il y avait une attention particulière à la perception des jeunes dans les sujets abordés par Musique et Société. Enfin, je comprends l'intérêt et tout ça, mais pourquoi là ça arrive et du coup, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. Et concernant le rendu que vous avez fait... Donc merci, puisque ça retrace bien votre travail. Ça a fait se rendre compte aussi de la complexité de la commande. Et puis là, ça se voit aussi dans votre oral. Et puis vous avez pu le dire, qu'il y a certaines frustrations à avoir dû travailler des choses un peu différentes et pas pouvoir être allé au bout de certaines choses. Et c'est vrai que c'était dur de à la fois travailler la question des 18-25 ans et à la fois la question du changement architectural. C'est vrai que c'est quand même, même s'il y a des points qu'on peut lier, c'est quand même des sujets très divers que même nous, on ne travaille pas de manière commune. Donc voilà, c'était un exercice compliqué. J'aurais eu besoin, moi, puis là, c'est peut-être l'occasion aussi que vous y répondiez, mais dans les préconisations que vous mettez dans votre 4 pages, il y en a certaines qui sont très claires, notamment sur l'amélioration de la chaîne d'accessibilité aux trans. J'ai quelques interrogations moi, sur la carte sensible. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Enfin, il m'a manqué quand même juste une phrase. Je sais que le jeu de la synthèse provoque ça, mais juste une phrase d'explication sur c'est quoi cette carte sensible. L'atelier éducation artistique et éducation et développement durable. Je crois qu'on a parlé ensemble. Je comprends du coup l'intérêt derrière, mais pourquoi il fait partie d'une préconisation vu les thématiques du cahier des charges. Enfin, je doute pas qu'il y a du sens pour vous, mais voilà, j'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Voilà. Et je voulais aussi notifier la qualité de votre oral, qui était vraiment très agréable à écouter. Voilà.
Mais je suis preneuse qu'on échange un peu parce que du coup, il y a beaucoup de questions dans ce que je vous dis. Merci pour ces questions. Est-ce que quelqu'un veut répondre en premier ? Sur peut-être pour la première question, du coup, quelle réponse on a eu sur les questionnaires Bar en Trans à Sainte-Anne et Transmusical, sur quel sujet exactement ? Est-ce que vous demandez ce qu'on leur a posé comme question ? Ouais, voilà. Enfin, oui. Oui. On leur a posé d'abord la question sur la programmation, sur leur pratique festivalière et ce qui les faisait venir, les 3 premiers critères notamment qui les faisaient venir en festival. Du coup, on s'est vraiment basé sur les 3 premiers critères qui étaient importants pour eux pour les faire venir en festival. Ensuite, on leur a posé la question au niveau de la programmation, dans quoi ils se reconnaissaient le plus, les esthétiques musicaux dans lesquels ils se reconnaissaient le plus. Ensuite, s'ils connaissaient déjà les transmusicales, les rencontres transmusicales de Rennes, est-ce qu'ils avaient vu passer leur communication ? Est-ce qu'ils se sentaient concernés par leur communication ? Si oui et si non, qu'est-ce qu'ils feraient pour améliorer cette communication ? Et je pense que globalement, c'était le questionnaire. On leur a demandé aussi s'ils faisaient la distinction entre l'association des transmusicales et l'association qui produit Bar en Trans, donc 3 petits tours. Et en fait, là-dessus, ils ne savaient pas. Enfin, ils voient ça plus comme un écosystème global les 2 festivals animent la ville entre eux, mais ils ne font pas de distinction sur les 2 festivals en général. Et vous étiez reçu comment ? Enfin, ça a donné quoi ? Non, mais parce que c'est marrant, ça a rarement été fait, enfin jamais, en tout cas, moi, dans mon expérience de PEPS. On a été assez bien reçus parce qu'ils sont dans un environnement assez festif, donc ils sont là pour profiter du moment. Et comme on a leur âge, je pense qu'ils se sont dit que... Enfin, on leur a précisé qu'on était étudiants et souvent c'est « Ah ok, bon d'accord, il n'y a pas de souci, on vous donne notre temps ». Donc pour ça, on a eu de la chance. Et souvent, ils étaient étonnés de nos questions. Et du coup, c'était plus un dialogue et un accompagnement au niveau des questions sur ce sujet. Mais globalement, ils étaient ravis d'y répondre. Et en plus, c'est des sujets en général qui les intéressent, la musique et le festival. Donc c'était plutôt une bonne expérience. Est-ce que c'est le résultat en partie de ça qui vous a poussé à... Parce que vous avez beaucoup interrogé sur la programmation, est-ce que je comprends ? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à avoir la préconisation numéro 2 de la programmation participative ou pas forcément ? En partie, mais on y avait déjà pensé avant. Et c'est aussi l'entretien avec Théo Muller, où on s'est dit que ce serait sympa de proposer ça. Et voilà. Et on a aussi remarqué que dans nos questionnaires, le style musical du rap revenait souvent. Et du coup, je sais pas où je voulais en venir. Mais du coup, c'est pour ça qu'on trouve ça intéressant aussi d'aller vers les jeunes et de leur demander aussi qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient avoir comme artistes. Voilà. Et pas que les jeunes, bien sûr, mais des 18-25. Et c'est aussi qu'on a parlé avec Samuel Bosson, qui est en charge de la création de communs dans des espaces, etc. Et aussi, on a vu Jade Brechtel, qui est en charge de Nos Futurs, et qu'on s'est dit que créer quelque chose de participatif, c'était un plus pour les festivals. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette partie. Moi, j'aimerais répondre à musique et société. Du coup, on l'a mis dans la venue et non venue des jeunes parce que, en fait, pour nous, musique et société, c'est un dispositif qui s'intègre totalement dans le festival. Et on a remarqué en y allant qu'il y avait principalement des professionnels. Et du coup, on a trouvé ça aussi dommage. C'était peut-être lié aux heures ou de programme ou aux thématiques, mais qui est peut-être moins de jeunes. C'était aussi notre sujet, donc bien sûr, on était fixés dessus. Et c'est vrai qu'on a aussi discuté avec Jeanne Bechtel de Nos Futurs et ils interrogent beaucoup la question des jeunes et de leur perception. Et on pense du coup que c'est un point essentiel, soit de s'adresser à eux, soit de donner des thématiques qui pourraient éventuellement les intéresser pour qu'ils aussi viennent. Et on pense que ça peut les pousser à venir d'être intéressés par ces thématiques. Après, on sait que vous avez fait Génération en chantier. On y a été aussi. Pour quelques personnes. Tu veux en parler ? Et là, il y avait des lycéens. Et justement, les personnes qui ont été ont trouvé ça très intéressant au niveau des échanges. Et on aimerait en avoir plus, même. Oui, c'était globalement ça aussi. Quand on a mené les entretiens plus à Rennes 2, sur la question de déjà s'ils connaissaient le dispositif musique et société, la plupart ne connaissaient pas. Et après, c'était aussi se sentir concerné. Est-ce que j'ai ma place d'y aller ?
Et on s'est aussi intéressé par rapport à ça, surtout sur du coup la table ronde de Génération en chantier, qui nous a aussi intéressés parce que du coup c'était fait par les jeunes et donner la parole. Et on a également du coup pu interroger les lycéens après du coup le moment sur musique et société pour avoir leur retour, et c'était aussi très intéressant. Pour ce qui est de la préconisation carte sensible, du coup, c'est l'idée d'installer au sein du festival sur les futures éditions un espace où les festivaliers peuvent créer une carte de leur déplacement. Et donc, ça permet déjà pour eux d'avoir un recul par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, et aussi pour l'ATM d'avoir des données sur la façon dont ils vivent leur festival. Et pour ce qui est de l'atelier EAC-EDD, en fait, ce qu'on a essayé de mêler, c'est une préoccupation qui est la vôtre, qui est l'écologie, et justement la venue des jeunes. Et donc l'objectif, c'était de leur de les faire venir une première fois au festival pour qu'ils fassent des observations, et les faire revenir l'année d'après. Donc ce seraient des éco-délégués pour qu'ils animent un stand dans le Central Park, et qu'ils fassent des maraudes aussi, et des enjeux de sensibilisation autour de l'EEDD. Et justement, dans le pan venu des jeunes, ce serait en fait que du coup ils seraient déjà sensibilisés, ils auraient déjà fait une ou deux versions du festival, et après pour inciter d'autres personnes à y venir et eux-mêmes aussi à y revenir. Également, on a relevé pas mal l'écologie du coup dans certaines préconisations, donc on trouvait ça aussi important, puisque vous faites déjà beaucoup de choses en éducation artistique et culturelle, de aussi mêler ce point écologique auquel on parle peut-être moins. Non, il y a juste, et ça c'est plus pour qu'on y réfléchisse ensemble, mais quelque chose qui m'interroge sur la proposition de la programmation participative, et puis sur les questions que vous avez pu poser Place Sainte-Anne ou à Rennes 2, etc. Moi, je le fais aussi en action culturelle. Enfin, c'est pas du tout un jugement de savoir ce que les personnes écoutent, ce qu'elles attendent, etc. Et en même temps, on sait que les personnes ne viennent pas du tout pour la programmation en partie pour la programmation, mais pas du tout que pour la programmation. Et justement, dès qu'on devient festivalier, ce qu'on met en avant, c'est vraiment l'aspect découverte, l'aspect j'ai jamais vu ça sur scène, etc. Et du coup, je me demande si collectivement, on va sur le bon chemin à questionner les personnes sur leur choix de programmation, sur ce qu'elles aiment, alors que même des personnes, même les plus habitués des trans, ils sont par ailleurs fans de certains artistes, certaines artistes, mais ils savent que c'est pas ce qu'ils vont aller chercher aux trans. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être un petit paradoxe sur lequel on surfe tous quand on fait ce genre de recherche et d'action. On a eu l'entretien avec Théo Muller sur la programmation. Il nous a vraiment dit que Jean-Louis Brossard n'aimait pas le rap, et que par conséquent, en général, il en programmait très peu, alors que chez les jeunes, c'est quand même vraiment l'esthétique musicale qui est le plus présent. Du coup, ça consisterait plus à programmer un peu plus de rap pour faire venir les jeunes qui ne viennent déjà pas au festival, sans pour autant programmer des artistes qu'ils connaissent par avance. C'est simplement rééquilibrer un peu pour mettre davantage un esthétique musicale qu'ils écoutent, et du coup faire venir les jeunes qui ne viennent pas encore au transmusical. Eh bien, bravo pour démarrer. Je salue, mais c'est un peu l'usage, puisque le festival s'est terminé il n'y a pas très longtemps, et donc vous avez un délai assez contraint pour produire ce que vous nous livrez aujourd'hui. Je suis d'accord avec Camille sur la qualité de la présentation orale, visuellement, votre façon de présenter les choses, votre débit, voilà, c'est une belle présentation agréable à suivre. Sur le fond, il y a un élément que Camille a pointé là, notamment sur la carte sensible. Moi, j'ai été intrigué aussi par le point c'est le point juste précédent, améliorer la gestion de l'information sur le site internet des trans. C'est pas étayé, parce que je crois pas qu'à cet endroit-là soit la question du handicap et de la chaîne d'accessibilité. C'est une remarque plus générique, mais du coup, d'une manière générale, sur les 8 préconisations, celle-là m'intrigue forcément, mais c'est vrai que le déséquilibre de la présentation est un peu questionnant à l'approche, parce qu'on dit, tiens, pourquoi certaines, finalement, sont juste énoncées et d'autres sont très, très détaillées. Donc, à la fois, je veux bien savoir
ce qu'il y a derrière ce point 3 et comment vous avez arbitré de consacrer plus ou moins de place à chacune des 8 précos. Alors, dans un premier temps, on a choisi d'évoquer seulement 2 préconisations dans notre 4 pages pour un souci de taille et de place qu'on avait. Du coup, on a essayé de voir les plus pertinentes à l'oral et à vous présenter maintenant en explication et en dialogue entre nous. Et alors du coup, la préconisation 3 pour l'amélioration de la gestion de l'information sur le site internet des trans, ça vient d'un entretien qu'on a eu avec Valentin QF. Enfin, on avait déjà l'idée avant parce que quand nous, on s'est renseigné sur les transmusicales, on n'y connaissait quasiment rien au festival d'entre nous 7. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Et quand on ne connaît pas les trans, on peut s'y perdre un peu et se dire « Ok, alors les trans c'est ça, l'UBU c'est ça, quelle information je veux, où est-ce que je la cherche ?» Et ça, il y a beaucoup d'informations, donc c'est super. Tout ce qu'on veut, on peut le trouver sur le site. Et on s'est quand même rendu compte que quand on ne connaissait pas les trans, c'était un peu perdant. Et lors de notre entretien avec Valentin QF, on lui a demandé si la communication du site, enfin comment elle était pensée dans un premier temps, est-ce qu'elle était ciblée, à qui elle était ciblée. Et il nous a répondu que leur idée, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus, c'était de faire une sorte de format magazine qui aujourd'hui ne fonctionnait plus selon les données qu'ils avaient et qu'aujourd'hui ils réfléchissaient à revoir un peu la page. Et c'est ce qu'on s'était dit, en format magazine, en fait, quand on ne suit pas les trans, il y a trop d'informations et on ne s'y retrouve pas vraiment. Donc ça, on était assez d'accord avec Valentin QF. Et globalement, voilà. Ah oui, et le public visé, pardon. Il nous a dit que pour les trans, c'était compliqué parce que ça visait vraiment un public transgénérationnel et pas un public précis. Et qu'en communication, c'est très compliqué de viser une zone large parce que du coup, il nous a dit viser large, c'est viser personne. Du coup, on trouve ça dommage parce qu'on trouve vraiment que les trans musicales, c'est faire venir tout le monde et fréquenter tout le monde pendant le festival et c'est très important. Et du coup, il nous a dit aussi que ça faisait partie de la revalorisation un peu du site et de la cible des futurs publics. Qu'il fallait vraiment cibler que c'était un festival transgénérationnel et pas seulement un festival qui ne vise un peu tout le monde et personne en même temps. Après, moi, j'ai été très intéressé par 2 aspects là, que vous pointez qui donnent très envie de... Vous avez parlé d'un livrable à venir, je ne sais pas dans quel délai et quelle allure il aura, mais en tout cas, il y a 2 points qui sont directement très impactants dans votre rendu. C'est à la fois la question, effectivement, qui est une question qu'on se pose en interne à qui on s'adresse vraiment, indépendamment même de la notion de cible là, dont vous parlez. C'est d'ailleurs, il y a un point commun entre les 2 aspects, organisationnel et communicationnel, parce que dans les 2 cas, les retours qu'on a, et notamment des plus jeunes générations actuellement, et votre travail en est la preuve, renvoient quand même de plus en plus vers une difficulté qu'on a quand on est partie prenante très initiée sur le projet des trans, et sans doute très attachée aussi à ses fondamentaux, à s'adresser à des personnes qui ont une connaissance a priori nulle du projet, voilà, et il y a un vrai enjeu autour de la communication dans le point 1 là, sur le graphique qui dit que déjà toute une partie des personnes qui ont accès à l'information, elles ne se sentent pas concernées ou impliquées, c'est quasiment 40%, ce qui est quand même très questionnant dans l'absolu. Ça veut dire que c'est pas une communication si efficace dans le fond. Et surtout, on pressent bien qu'il y a quand même une partie des gens qui ne sont pas touchés du tout. Et alors que de là à les concerner, c'est encore lointain. Et c'est vrai que ça engage pour un acteur comme nous à réfléchir à vraiment revoir profondément non seulement notre communication, mais peut-être se demander dans quelle mesure c'est à nous de la produire, puisqu'on y amène un biais restrictif du simple fait de notre surinitiation à notre propre projet. Et l'autre point intéressant, intéressant, il y en a d'autres, mais en tout cas, cette notion de perception différente des changements du site du Parc Expo, selon qu'on est un habitué et qu'on va aller prêter de l'attention à certains aspects, ou qu'on est plutôt un jeune festivalier, et que là, on est surtout sur des questions visiblement de repérage ou d'aspects vraiment très pratiques, très immédiats, ce qui est à la fois quelque chose de pas très surprenant, mais qui est vraiment intéressant et dont je suis très curieux de voir ce qui vous a amené à notifier ça dans la synthèse, parce que vraiment là, c'est au cœur de préoccupations qui sont les nôtres. Ça redit aussi ce qu'on avait eu l'occasion d'évoquer sur la promotion précédente, le fait que plus la problématique qu'on vous confie correspond à une problématique réelle qu'on se pose nous au quotidien, plus forcément les fruits de vos travaux
nous excite et nous donne des envies pour la suite. Donc pour tout ça, c'est très intéressant. Peut-être juste pour vous partager quelque chose que je trouve toujours un peu cruel et ironique, c'est que des diagnostics sur l'accessibilité, on en a fait déjà pas mal. On en a fait dans les années 2000 avec une personne en fauteuil qui était venue dans les premières années au Parc Expo pour vérifier ce qui marche pas. On en a fait sur l'accessibilité du site. On en a fait en mobilisant des associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Donc ça a fait évoluer notre perception de la question, évoluer les aménagements, évoluer l'offre, puisque vous savez que par exemple cette année il y avait un dispositif qui s'appelle souffleur d'image qui permet à des personnes qui ne voient pas de se faire décrire à l'oreille des caractéristiques visuelles du spectacle et autres. Et je vous dis que c'est un peu cruel parce qu'on a beau progresser, c'est comme tout dans la société, il suffit qu'une fois une personne qui était particulièrement initiée soit plus dans l'équipe, ou qu'il y ait un changement de décorateur ou ceci, et d'un coup tout ce qui était acquis, tout ce qui était vraiment dans les automatismes repart en arrière. Et donc vous êtes les deuxièmes en 2 jours, parce que j'avais une réunion avec d'autres étudiants hier qui me passent une couche sur le fait que sur l'accessibilité, on a pas mal de choses à revoir, alors qu'on avait une certaine maturité sur le sujet. C'est la cruauté de notre condition d'organisateur, mais c'est bien, on est challengé là-dessus, c'est intéressant. Et puis peut-être vous dire aussi quand même sur un point formel, donc on voit bien que la synthèse, et je pointais au démarrage le délai contraint dans lequel vous avez produit ça. La remarque que je vous faisais sur la place déséquilibrée accordée aux différentes préconisations, faut vous dire que nous, quand on le reçoit, on ne comprend pas pourquoi en fait. Et du coup, je vais vous inviter, comme ça me semble une règle de bon sens et qui sera valable de façon en tout temps et en tout lieu, vous vous souviendrez, que là, vous aviez peut-être l'envie de placer une idée que vous aviez particulièrement creusée et de préparer le terrain à la soutenance, mais on aurait presque pu découvrir aujourd'hui que vous alliez accorder un peu plus de place parce que c'était un parti pris de soutenance, mais que dans un rendu qui est un écrit, qui est un papier, dire bah non, puisqu'ils n'auront pas la compréhension de pourquoi on développe plus ou moins tel point, on va tout standardiser, on va consacrer 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes maximum à chacun des 8, et puis après ils nous demanderont éventuellement à la soutenance ce qu'ils veulent qu'on développe. Et à 2-3 reprises à la lecture, par exemple dans l'écrit, vous ne dites pas du tout, et d'ailleurs même Camille a posé la question après la soutenance, pourquoi vous décidez d'aller à Rennes 2 et à Place Sainte-Anne et pas ailleurs. Et pourquoi le public de bar en trans? Et moi, j'ai lu ça hier, je me suis dit, tiens, le public de bar en trans, qu'est-ce que ça vient faire là? Et en fait, vous l'expliquez forcément très bien aujourd'hui. Et c'est une vraie chose intéressante. Mais en tout cas, l'invitation, c'est donc à vous mettre dans la place du lecteur, voilà, c'est votre façon de prendre part aux réflexions sur la communication et à qui on s'adresse, et c'est qui la cible. Et nous, en tant que cible, voilà, on a passé une commande, on reçoit un document, on se dit, évidemment qu'il y a des choses à approfondir, mais on veut a priori que ce qui est annoncé soit contextualisé, qu'on comprenne pourquoi ils ont eu cette initiative, cette démarche et tout ça. Et je pense qu'il y a une attention que vous auriez pu avoir un peu plus à certains éléments pour nous embarquer davantage avec l'histoire. Et peut-être que ça aurait aussi lié davantage les différentes étapes, parce que à la fois Camille pointe que la commande de départ était assez large, et en même temps c'est à la fois un exercice de style, mais il y a peut-être un intérêt dans un document comme ça, essayer de trouver une accroche narrative, une espèce de fil qui lie davantage un peu les parties aussi, et je pense que c'est l'explication de vos cheminements, de vos raisonnements, de vos initiatives, de rendre ça un peu plus lisible, qui aurait aussi peut-être donné ce lien. Après, ça, c'est vraiment un conseil et pas un reproche. C'est vraiment parce qu'en plus, les conditions dans lesquelles vous travaillez là sont assez atypiques par rapport à la réalité des conditions de travail. Mais en tout cas, je conclus clairement par des remerciements, parce que déjà, les brèches que vous ouvrez sont très stimulantes pour nous, pour la réflexion. On saura s'en saisir. On est impatient, puisque c'est une sorte de bande-annonce donc du livrable. Et d'ailleurs, il arrive quand, le livrable ? La date limite est le 20 janvier, mais on le rendra avant. Vous êtes fort. Je nous engage à le rendre quelques jours, c'est peut-être le 18 janvier, on verra, mais le 20 janvier. Et du coup, il a une forme de... Enfin, c'est quoi le...
Je me rends compte qu'avec ce groupe-là, je l'ai mal raconté aux commanditaires. Contrairement à ce que tu connais des PEPS des années précédentes, on s'est dit cette année que cette soutenance serait une étape de travail. Les années précédentes, en soutenance, les étudiants arrivaient avec un travail fini. Puis l'oral consistait à dire c'est fini. Et parfois, c'était un peu c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Là, l'objectif, c'est de dire c'est pas fini. On fait des retours et les retours qu'on fait en soutenance permettront d'enrichir le dossier final qui devrait faire 80 pages en fin de travail, pour livrer le 20 janvier au plus tard, avec un podcast et des retours qu'on fait sur la synthèse aussi, qui est aussi un document de travail. Voilà. C'est vrai que je voulais mal restituer. Compte tenu de l'expérience que vous avez des PEPS, vous, depuis plus de 10 ans, ça aurait été nécessaire de le préciser davantage, mais à culpa. Plusieurs remarques vous ont été adressées, des questions. Merci. Alors, quant à l'accessibilité, c'est vrai que c'est un processus qui s'arrête jamais et chaque année, en fait, je pense qu'il y a des choses à revoir, mais pour tout événement culturel. Et c'est vrai que là, avec Chloé qui était en fauteuil et dans le vif, on a pu noter des retours tout de suite de terrain, en fait, et on s'est dit que c'était un peu incontournable, et aussi au vu des professeurs qui sont venus nous voir durant ces 4 mois d'études, donc Pascal Parsa, qui travaille sur tout ce qui est accessibilité pour personnes en situation de handicap. C'était nécessaire pour nous de faire une préconisation sur l'accessibilité, tant physique mais aussi que numérique. Je me permets juste, je vous remercie vraiment de l'avoir fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, je vous partageais un truc qui est un peu ingrat dans notre position, mais c'est ultra précieux d'avoir ces retours. J'ai même un encouragement, parce que donc hier, le groupe avec qui j'étais n'a rien à voir. A priori, c'est un groupe d'étudiants en architecture d'intérieur, mais qui ont aussi énormément été impactés par ce sujet, qui est aussi la marque d'une prise en compte beaucoup plus forte, d'une manière générale, dans les cursus et dans la perception d'un événement comme le nôtre. Donc, vous nous amenez vraiment du carburant, c'est très bien. Et ce qu'on n'a pas mis dans cette préconisation, parce que faute de temps, faute de place, et que ça fait qu'une semaine qu'on a pu mettre tout à plat, justement pour répondre à des contraintes comme ça de personnes formées dans l'équipe. Ce qu'on a beaucoup vu dans les guides de bonne pratique, c'est que plus les années passent et plus l'équipe entière devrait être formée à ça, parce que c'est une valeur d'entreprise que d'être accessible et d'être porté à l'accessibilité par toutes les personnes et pas par une entité. C'est pas comme une fonction communication ou comptabilité. Ça devrait être du début jusqu'à la fin, et c'est aussi pour ça qu'on le note. Mais du coup, c'est un échange qu'on fait, et du coup, ce sera en plus rajouté pour nous, pour vous aider là-dessus. Mais c'est d'autant plus vrai que, pour le coup, le paradoxe, c'est que c'est souvent par le prisme des questions et des attentions pour les personnes en situation de handicap que se verbalise de la part de personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qu'elles sont bien contentes qu'on ait mis en place ces mesures, parce que c'est plus large, il y a plus d'espace, c'est plus lisible, c'est plus contrasté, c'est moins complexe dans l'énoncé, et que le bénéfice va bien au-delà des personnes directement visées. Et puis parce que de toute façon, l'expérience collective de plus de personnes vivant confortablement un festival a plutôt des effets positifs, parce que plus on est nombreux à être contents de notre expérience, meilleure elle est pour tout le monde fondamentalement. Donc c'est un point précieux. J'avais une autre chose qui m'est revenue tout à l'heure. Quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit pendant la soutenance que c'était dommage de ne pas avoir eu accès aux personnes de l'organisation avant le travail, sur justement les aménagements, parce que ça aurait permis ça aurait été profitable. Et je n'ai pas complètement compris ce que qu'est-ce que vous auriez demandé, qu'est-ce que vous nous auriez demandé si on avait eu un temps en amont qui aurait pu vous servir. En fait, c'était par rapport à comprendre comment l'architecture... Comment ça impacte les personnes qui font vivre le festival, parce que justement, dans notre étude sur 3 jours de terrain, pendant le festival, c'était compliqué d'aller chercher les personnes qui y travaillent, mais en même temps, on se disait que c'était pas les festivaliers qui étaient les plus impliqués dans ce changement-là. Et c'est pour ça que quand on leur posait les questions, ils réfléchissaient un petit peu, parce qu'en fait, ils se posaient pas la question. Et quand on a eu l'opportunité d'avoir 10-15 minutes avec 2 barman, donc des personnes qui travaillent là aussi depuis quelques années et qui ont cette expérience-là cette année,
on s'est dit que peut-être que soit venir un peu avant dans la journée pour discuter de comment eux dans leur circulation, comment pour aller au magasin ça change pour eux, est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est des petits détails comme ça, est-ce qu'au niveau de la sécurité, est-ce qu'il y a eu des complications ou des réorganisations à faire que nous on a pu voir par exemple pour le hall 8 avec l'entrée et sortie qui a été modifiée sur les 3 jours. Mais c'est des choses qu'on a perçues mais qu'on aurait pu avoir plus de détails en étant plus en interne. Sachant que ce qui aurait pu être intéressant avec ces entretiens, c'est peut-être de mesurer l'écart entre ce que nous, on investissait ou ce qu'on projetait en tant qu'organisateur dans ce déménagement et peut-être ce qu'en attendaient les festivaliers ou l'importance qu'ils y accordaient. En fait, disons que nous, symboliquement, au-delà du fait que ce soit une réimplantation contrainte par l'immobilisation du hall 9 pendant plusieurs éditions, ça a été réapproprié, ça a été l'occasion de renouveler l'expérience, voilà, c'était aussi un booster de renouvellement d'une forme assez établie depuis pas mal d'éditions maintenant. Mais de fait, il y a peut-être, comme sur la communication, un gap entre nous, ce qu'on se représente, que les gens vont investir dans ce changement, et finalement, pour les personnes, peut-être parfois des questions assez basiques de juste c'est un peu plus compliqué ou c'est un peu plus joli, mais pas plus que ça en fait, parce que le fond de l'histoire c'est qu'on est avec nos copains puis qu'on va avoir des concerts et puis que c'est cool, enfin moi je caricature mais voilà, et donc c'est vrai que c'est pour ça que je relie, et quand je vous parlais de fil narratif, la question de la communication et la question de la perception des changements sont rapprochables à mon avis dans ce que ça questionne aussi de la position d'organisateur, parce que moi techniquement j'ai fait l'expérience de n'avoir que des personnes qui appréciaient les changements, mais je pense que je suis bien la dernière personne à qui quelqu'un qui ne les a pas appréciés va venir le dire. Donc ce biais-là, vous y aviez accès éventuellement, enfin vous pouviez le désamorcer. Et donc très impatient, merci de ne pas nous avoir envoyé 80 pages à 23h hier, mais très impatient de les lire en janvier. Parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre des très intéressantes et très utiles pour nous. Donc merci vraiment beaucoup. Moi aussi, je m'inscris dans les félicitations qu'on a pu vous apporter sur à la fois la qualité de votre exposé oral et puis aussi la qualité de vos supports. C'est pas facile de faire un beau PowerPoint efficace qu'on sache lire avec plaisir en vous écoutant. Je suis toujours surpris quand je regarde les statistiques concernant les raisons qui mettent un festivalier à ce rang de transmusicale. Ça fait pas lire sûrement d'autres festivals, c'est-à-dire que 64% pour l'ambiance et autant pour la découverte. C'est un signe de confiance à l'égard des programmateurs. C'est sûrement pas beaucoup de festivals qui sont comme ça. Hein. Et je crois que c'est constant, ce que tu me disais. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, c'est assez remarquable. Moi, il y a peut-être une première question. Je suis pas sûr de... Est-ce que vous avez pu comprendre pourquoi il y avait cette baisse de fréquentation chez les 18-25 ? C'est ça ? C'était le... Est-ce que vous avez des éléments de compréhension ? Est-ce que vous avez des éléments de comparaison avec d'autres disciplines ? Il me semble qu'on a les mêmes chiffres dans le cinéma. Du coup, par rapport d'abord, du coup, il y a eu le Covid. Donc, ce qu'on a pu observer aussi avec des échanges, c'était que beaucoup de jeunes n'avaient pas vécu leur première fois en festival donc, à cause du Covid. Donc, déjà, ça, c'est un point à soulever. Et après, je vais reparler encore du coup des questionnaires que j'ai pu passer. Et dans ce que, du coup, les 3 points importants pour venir à un festival, à chaque fois, ce qui ressortait, du coup, c'était la programmation ou le style de musique où les personnes ne s'y retrouvaient pas. Donc, moi, de ce que j'ai pu voir, c'était ça. Oui, et le prix aussi, voilà, qui ressortait. On a aussi beaucoup l'ambiance et le lieu qui est revenu. Et souvent, alors certains ont répondu que c'était un festival d'hiver et que c'était intéressant. Mais du coup, le thème n'a pas suivi avec l'hiver et il y en a beaucoup qui ne se sont pas sentis embarqués dans l'ambiance du festival puisque sans connaître les trans, quand il n'y a pas de thème précis sur le festival, on ne se sent pas forcément concerné, on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on ne connaît pas. Et donc les jeunes qui n'ont pas vécu leur première expérience en festival, qui ne connaissent pas les trans non plus, sans artistes qu'ils connaissent, en fait, ils n'ont pas envie d'y aller. Alors qu'avant, c'était peut-être plus différent, on y allait parce que... on y allait tous ensemble avec des copains parce qu'on connaissait les trans et parce que la découverte était super. Aujourd'hui, les jeunes, c'est un peu plus différent. Et le prix, alors c'est super parce que le prix est quand même très bas pour le nombre d'artistes qu'on va voir. Mais c'est vrai que c'est un risque à prendre pour les jeunes aujourd'hui parce qu'ils se disent, est-ce que je vais aimer la programmation ? J'en sais rien, du coup, je prends pas mon billet. Et en plus, il n'y a pas de thème, du coup, je sais pas trop où est-ce que je vais me retrouver, avec qui. Et voilà.
Et on a aussi rencontré les jeunes du Pass Culture, donc 18 à 20 ans, et les ambassadeurs qui étaient avec eux, donc Elijah Touchard et Florence Travers. Et c'est vrai qu'on a pu échanger avec eux, c'était intéressant parce qu'ils nous ont dit que sans le Pass Culture, peut-être qu'ils ne viendraient pas d'eux-mêmes. Et Elijah, qui justement les suit et les aide à se retrouver dans le festival, nous disait que principalement ils venaient de base pour aussi la programmation et qu'ils avaient du mal à être curieux, à aller découvrir justement d'autres artistes. Et c'est un point qui a été relevé généralement aussi. Je vous remercie pour cette... sans dicter une étude à mener, mais je trouve qu'il y a un sujet sur cette question-là, parce qu'effectivement, on le remarque aussi dans le cinéma, et comme c'est la population un peu cible aussi du Pass Culture, ce serait bon de comprendre un peu plus. Mais je vous remercie déjà pour vos remarques, elles sont assez intéressantes. Alors bien sûr, il y a un autre enjeu qui m'a touché, évidemment, qui est la question de l'accessibilité en tant que directeur du Centre national pour la création adaptée. Pour moi, les Transmusicales, plutôt un festival qui est remarquable. Et je le dis de façon positive. Moi, j'y ai vu les Schulers, j'y ai vu Astérotypie. J'y suis sensible parce que je pense aussi que l'accessibilité, c'est les artistes en situation de handicap sur scène. Et Astérotypie avait vraiment cassé la baraque. Ce que je crois, par contre, c'est qu'effectivement, on sent bien qu'il y a un moment seuil aujourd'hui. Je le ressens. Parce que, comme tu en témoignais tout de suite, on est tous interpellés actuellement quand il y a des études par les étudiants sur un sujet qui ne nous était pas posé par le passé. Alors, je pense aussi que ce moment seuil est peut-être lié aussi avec ce moment assez exceptionnel des Jeux paralympiques. Je rappelle qu'il y a eu 50 millions de spectateurs. Donc, on est 65 millions en France, 50 millions de spectateurs à raison de 5 heures par temps passé devant la télévision à regarder ces Jeux qui étaient tout à fait exceptionnels. Sur cette question-là, est-ce que vous avez des données ou est-ce que vous avez réussi à collecter des données? Une question que je vous pose à vous, mais que vous pourrez aussi poser au festival. Parce que c'est vraiment le problème qu'on a, c'est la donnée. Est-ce que vous avez eu des données ou vous avez constaté de visu des choses? Malheureusement, on n'a pas de données parce que c'était pas dans notre axe de commande. Oui, Donc, on fait le choix de mettre un éclairage dessus, donc on n'a pas de données. Et par rapport aux personnes en situation de handicap qui viennent. Oui, c'est ça. Ne vous sentez pas mis en défaut parce que c'est une question. Nous, on a 8 chercheurs associés au Centre national, on n'arrive pas à trouver des données correctes. Non, on n'a pas de données malheureusement. Et pour l'expérience du terrain, en fait, c'est aussi ce qu'on a vu et vécu avec Chloé. Donc, que ce soit les informations ou les plateformes PMR. Donc, on s'est inspiré plus de ça et pas forcément de données qualitatives ni quantitatives. Je vous remercie. Je vais finir sur ça. Il y a bien eu 2 lignes de force qui sont dégagées dans notre échange. La première, qui est très importante, l'accessibilité excédentaire. On l'a bien vu qu'on a fait des pentes douces, plutôt les gens avec les poussettes et les valises à roulettes qui les utilisent le plus. Et je pense aussi la présence constante dans l'équipe. C'est-à-dire vraiment avoir quelqu'un qui est concerné, qui travaille, qui intègre l'équipe sur ça. On sait que ça, c'est une clé de réussite. Et on voit émerger ce sujet très important sur l'accessibilité numérique. Je le dis parce que les groupes audiovisuels vont être sous la pression de ça. C'est la nouvelle étape, en fait, pour la France de l'accessibilité. Je crois que par ricochet, nous, structures culturelles décentralisées sur les territoires, on sera touchés par ces enjeux-là. Donc, des très beaux chantiers d'avenir. Je passe ma parole. Merci beaucoup. Je vais le dire pour la 3e fois de la journée. Je ne vous ai pas beaucoup vu pendant ces 4 mois, mais j'ai pris de vos nouvelles de temps en temps. Et je vais faire un peu de Jean-Michel à peu près. Mais il y avait une étude de Jean Jaurès sur le partage et la sociabilité et l'entraide qui disait que globalement, maintenant, il y avait de plus en plus de jeunes qui, au lieu de sortir en boîte de nuit, préféraient être chez eux avec les gens qu'ils connaissent et d'écouter la musique qu'ils choisissent. C'est peut-être aussi un élément de réponse. Voilà. Donc j'essaierai de vous retrouver l'étude pour que vous puissiez vous en nourrir et que ça vous serve et que ça soit pas juste hey, j'ai entendu ça un jour. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors moi je vais vous faire des retours principalement sur des petits détails de mise en page. Tout d'abord, vous avez présenté toutes les personnes interrogées. Je trouve que c'est toujours intéressant de dire le nom et le prénom, pourquoi pas, mais de dire aussi pourquoi vous avez choisi d'interroger cette personne. Vous l'avez dit pour Béatrice Massé, mais en fait, vous l'interrogez... Enfin, je veux dire, elle s'appellerait Janine Rousseau, vous l'interrogeriez tout pareil. Donc l'idée, c'est peut-être plutôt de dire la fondatrice des Transmusicales, ou la vice-présidente ESC Droits culturels, ou une personne qui vient depuis 50 ans aux Transmusicales... Non, 50 ans, c'est pas possible. 40. Mais de préciser pourquoi est-ce que vous avez interrogé cette personne et qu'on puisse le savoir. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse, en fait. Et vous aussi, d'ailleurs.
Également sur la synthèse, je pense que ça serait bien de pouvoir encadrer vos graphiques, ça serait visuellement plus lisible. Et aussi, faites attention sur la façon dont vous appelez vos tableaux. Par exemple, là, croisement, avez-vous vu passer la communication, rencontre des transmusicales, / vous sentez-vous impliqué, concerné. Je pense que c'est intéressant de garder le en fonction d'eux. Je pense que c'est un point que Raphaël vous a déjà dû beaucoup vous dire. Mais qu'en plus, ce qui est important de garder le en fonction d'eux, parce que derrière, votre il faut lire, du coup, il n'est pas très clair, il est un peu brouillon, on ne sait pas trop ce que vous voulez dire. Donc vraiment, soyez vraiment rigoureux sur la façon dont vous utilisez vos traits croisés, car vous faites des traits croisés, c'est très bien, vous faites des traits à plat, c'est très bien, mais il faut faire attention de bien les nommer. Pareil dans le nuage de mots, qui est quelque chose qu'on n'apprécie pas trop à l'INSEAC, et je trouve que là, on a une bonne raison pour qu'on ne l'apprécie pas trop, parce que celui qui a fait 15 éditions aimait bien, mais plus ou plus cette année, on ne sait pas. Il y a plus de Hall 4, je crois que c'est ça. Il aime plus. Non, ok. Justement. Il dit égal devoir traverser le Hall 4. Donc c'est vrai que là, je trouve que les nuages de mots, c'est très bien aussi d'avoir fait et d'avoir mis de la réponse ouverte. Mais je pense que du coup, ça serait peut-être bien de préciser, par exemple, mettre Hall 1, 2, 3, 4. Je pense que ça veut dire qu'il veut nommer les halls 1, 2, 3, 4 et non pas utiliser les halls 1, 2, 3, 4 du Parc Expo. C'est bien ça? Oui, c'est ça, voilà. Mais du coup, comment? Ouais, oui, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas fait l'enquête. Et à lire derrière, c'est... Voilà. Mais c'est toujours une vraie question de est-ce qu'on corrige les erreurs d'orthographe ou pas des personnes mais c'est une vraie question. Et qui, du coup, je trouve que là, on l'a vraiment parce qu'il y a à la fois la volonté de respecter... moi, je trouve que c'est assez malin d'avoir pensé à aller interroger le public des bars en trans. Je pense notamment à Damien Mélinas et Quentin Amalou qui ont interrogé le public du Festival Off d'Avignon. Et quand on lit ce petit livre, on comprend aussi mieux le public du Festival d'Avignon. Voilà, donc je trouve que c'est une idée de se dire, avec un peu de chance, on aura des non-publics des transmusicales, mais un public qui apprécie quand même la découverte, la musique, et qui fréquente quand même des lieux proches. Et sinon, on peut avoir un autre profil de personnes qui apprécient, de mieux comprendre le public du Festival des transmusicales, qui peut-être est un public qui profite du week-end ou des transmusicales pour varier les façons d'apprécier la musique. Voilà, et je crois que je n'ai pas de questions. Et ça tombe bien parce qu'il faut qu'on aille un peu vite pour ne pas finir trop tard. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup pour votre présentation. Pareil, je ressens un peu de la frustration, mais j'ai hâte de lire le rapport qui arrivera le 18 janvier. C'est très bien, hein. C'est une très bonne date. Du coup, moi, j'ai juste une petite question, mais que je vous poserai en dernier, et juste quelques remarques, parce que je ne vais pas répéter ce qui a été dit, puisque je suis à peu près globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je vous félicite vraiment, sincèrement, pour la soutenance, parce que ce soit visuellement sur votre façon de vous déplacer, de vous donner la parole, de vous avoir fait un dress code, enfin bref, toutes ces raisons-là qui font que c'est un dress code. C'était un plaisir en fait de vous regarder, de vous écouter, etc. J'ai cru comprendre à travers ce que vous avez mis dans votre PowerPoint notamment que l'idée c'était de nous montrer de manière la plus globale possible comment vous avez pu aborder votre terrain, ce que vous avez produit en termes d'enquête, de connaissances et de préconisations. Le seul petit bémol, c'est que potentiellement, ça peut aussi produire, peut-être que ça a déjà été dit en sous-texte, un espèce de sentiment un peu de désordre, genre on ne sait pas où est-ce que vous êtes allé. Mais ça, c'est de la dentelle, je vous le dis, et je suppose que dans le rapport, ce sera beaucoup plus clair de manière assez évidente. Je ne vous apprendrai rien sur la précaution méthodologique à prendre quant à la représentativité de vos questionnaires. Là, je pense que... je suppose que vous serez scientifiquement prudent pour objectiver en fait les données que vous pouvez objectiver et je ne suis pas en train de dire que vos données ne valent rien du tout. Au contraire, je pense que juste il faut prendre des précautions et bien encadrer le contexte. Et ma seule question, en fait, c'est Ilona, je crois que tu as parlé de l'étude de SoFest. Et du coup, je voulais juste que tu m'en dises un peu plus parce que je ne la connais pas. Ouais, je vais en parler un petit peu plus, du coup. Ah, d'accord. Pour être honnête, j'ai pas non plus été dans le détail à fond de cette étude. C'était juste pour avoir des données un peu sur, par exemple, sur un type de festival, quel est le réseau qui va être le plus utilisé, parce que c'est des données qu'on n'avait pas du coup sur la com des trans. Donc c'était plus par rapport à ça. Donc il y aura plus de détails dans le livrable sur cette étude.
mais ça s'est intéressé à tout type de festival, je n'ai plus le nombre exact en tête, en France, et sur l'utilisation des réseaux qui s'en sont faits, de quel public ça touche, le type de contenu. Donc c'est principalement une étude sur les réseaux sociaux, enfin la communication digitale. Ah d'accord, ok. Ouais, voilà. Ok, super. C'est un livrable que vous pouvez retrouver en ligne et qui est très clair avec plein de graphiques. Ok, je m'en renseignerai. C'est tout, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Bien, merci. Alors, je reste sur la partie exercice et conseils pour le dossier final. Vous avez bien exprimé ce que vous avez dit être la réalité d'un terrain de recherche. Vous avez développé une méthodologie remarquablement restituée, une bonne démarche d'enquête également. Et je me souviens d'une thèse qui était intitulée « De la rencontre à la relation ». Cette relation, c'est pas simple d'entrer dedans lorsqu'il y a déjà 15 années de recherche et 10 PEPS sur le sujet des trans derrière vous. Et vous l'avez fait remarquablement, de s'investir, de s'intégrer dans cette relation, je trouve. Donc bravo pour ça. La question alors, je suis de me retrouver dans mes notes. Du rapport d'étonnement, peut-être mériterait dans le dossier final d'être décrite. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'étonnement, à quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant, et du coup comment vous l'avez restitué. Toujours cet aller-retour entre terrain et théorie. Vous avez parlé, alors c'est Pierrick qui a évoqué la question de la comparaison qu'on pouvait faire entre les transmusicales et les festivals de jazz ou de musique classique. Alors, je dirais attention, et vous citiez notamment l'enquête SoFest, qui est une enquête qui a été menée par France Festival en 2019 ou 2018, je crois. On avait, nous, côté avignonnais, participé à la passation pour l'enquête SoFest dans le hall 9, dans le hall 5 à l'époque, de cette enquête. Et alors, la question de la découverte, qui est très spécifique, effectivement, au transmusical, quand on demande pourquoi vous venez au transmusical, l'ambiance, on la trouve, mais aussi la découverte, avant la programmation. C'est un invariant, effectivement, des transmusicales. Je ne pense pas qu'on puisse dire la même chose sur tous les festivals de jazz ou tous les festivals de musique classique. Il y a des festivals de jazz à programmation avec des têtes d'affiche. Il y a des festivals de musique classique à programmation avec des têtes d'affiche ou des grands compositeurs, des grands interprètes. Et donc je mettrai un petit bémol par rapport à ça et peut-être vous demander d'expliquer un peu plus cette description que vous avez faite. C'est ma seule question. C'était plus en fait en comparaison, c'était que l'étude elle indiquait qu'il y avait 70% des publics qui venaient pour la découverte justement en festival de jazz ou en classique, alors que en comparaison au festival de musique actuelle qui ont justement une logique plus clientéliste où il y a 56% qui viennent pour la programmation et 46% pour la découverte. C'était juste cette balance-là qui n'était pas du tout la même. Et du coup, oui, j'en ai fait plus une généralité, mais c'était peut-être pas très pertinent. En fait, vous êtes très pertinent, mais vous êtes plus fin qu'une enquête qui était très générale. C'est-à-dire qu'il faut aussi reposer cette granularité. C'est-à-dire, ce que vous faites est quand même, et c'est très logique, c'est une enquête sur des tas de festivals avec des catégories très larges où on se repère. Et nous, on travaille d'ailleurs plutôt sur la forme festival. Il y a eu des questions sur le cinéma. On voit bien comment il y a eu des points de comparaison aussi sur le théâtre. Et c'est plutôt création, découverte, et aussi un rapport à l'art. Il y a aussi quelque chose aussi où parfois la porte d'entrée, elle est un tout petit peu haute. Et moi, en fait, j'ai plein de petites questions. Vous avez parlé, et c'était très intéressant, d'horaires jeunes. Sur le moment où vous êtes allé rencontrer Bar Entrant, c'était un lieu jeune, des horaires jeunes. Et en fait, c'est votre expression. Je voudrais savoir ce que c'est des horaires jeunes, puisque voilà, je m'en sens plus éloigné, mais votre expression, elle est... Voilà. C'est intéressant cette qualification. Ça, c'est une première chose. Il y a une chose qui est vraiment très intéressante, c'est que vous repérez que peu importe, si j'ai bien compris, le nombre de fréquentations qu'on a eues, c'est pas ça qui va faire qu'on se repère mieux et qu'on se spatialise mieux. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une accumulation d'expériences qu'on peut transmettre. Et ça, je trouve que c'est intéressant
parce que ça veut dire c'est la capacité spatialisée, c'est la capacité à mettre en récit et transmettre. Je le dis d'autant plus que moi, j'ai besoin de ce qu'on appelle les publics médiateurs. Moi, je dis, c'est vrai que chaque année, je dis, ils sont où les plans, les trucs. En fait, moi, je suis des personnes, et c'est la manière de faire. Mais voilà, ça, je trouve que c'est très intéressant. Dans les choses qui sont passionnantes, c'est vraiment ces 64% ambiance et découverte qui sont des bonnes raisons, mais qui sont aussi des raisons qui sont exigeantes. C'est-à-dire que lorsque vous parliez de la thématique, qui peuvent être repérées comme bonnes ou mauvaises raisons, c'est-à-dire que l'entrée, elle est haute, parce que ambiance et découverte, c'est assez impressionnant. Et par exemple, sur le pass culture, je trouve que vous repérez des bonnes choses qu'il faut aller creuser. Ils arrivent à dire qu'ils viennent pour la programmation, mais ils ne seraient pas venus pour le pass culture. C'est-à-dire qu'on se raccroche tous à des bonnes raisons et à des notes de musique pour aller voir des concerts, mais on y va parce qu'on est accompagné, parce qu'on a un âge, parce que c'est des premières fois, et ces premières fois, le fait qu'elles aient du mal à s'enclencher, alors il y a des tas de raisons, c'est le rapport à l'espace public et à la foule, tout à fait globalement. C'est ce qui a été dit par Zoé, puisque c'est vraiment plein d'endroits. Mais en tout cas, presque, mais c'est pas une question à se poser, c'est toutes les bonnes raisons qu'on a envie d'améliorer, parfois nous éloignent de l'objectif souhaité. C'est-à-dire, à force d'améliorer, on devient de plus en plus sophistiqué. Je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a quelque chose presque de faire encore mieux. C'est pas ça, c'est parfois les zones de flou et d'incertitude qui font qu'on sent qu'on a sa place, parce que les trans a une identité forte. On la connaît pas forcément, mais on sait que si on doit connaître, on a l'impression. C'est impressionnant. C'est un festival qui a une histoire. Et voilà. Donc ma question plus particulièrement, c'est sur les horaires jeunes, et vraiment de continuer à creuser. Je suis d'accord avec Raphaël sur les 64% de jazz et musique classique. Juste pour avoir vu quelques festivals de musique classique, c'est pas les mêmes parkings. Je suis obligé de le dire. Non mais là, il y a des différences. Voilà. Non, mais voilà, et c'est pour ça. Je vois bien la catégorie, c'est-à-dire, voilà. Et donc sur les horaires jeunes, si vous pouvez un peu nous dire ce que c'est. Du coup, c'est dès le jeudi soir, on est allé passer des questionnaires, un à Rennes 2 et un à Sainte-Anne. À Rennes 2, on a dit que c'était un horaire jeune aussi parce que actuellement et au moment où on y était, c'est la période de partiel. Donc on y allait vers 18h, je crois. Et donc les étudiants, ils sortent de la BU pour rentrer chez eux. Donc c'était au niveau du métro, enfin entre le BU et la BU et le métro. Donc c'est un horaire de sortie de jeunes publics potentiels. Et pour Sainte-Anne, en fait, on est jeudi soir. On y allait jeudi soir, donc il y avait un croisement entre bar en trans qui commençait et les sorties étudiantes du jeudi soir. On a surtout constaté avec nos questionnaires qu'en fait la plupart des gens qu'on interrogeait à Place Sainte-Anne et à la sortie de l'université étaient majoritairement des 18-25 ans. Alors peut-être que le terme jeune, c'est pas le très bon terme. C'est le vôtre. Mais 18-25 ans, c'est ce que ça voulait dire en tout cas. Et je crois que j'en avais parlé dans Musique et Société aussi. Et du coup, c'est vrai que les lycéens seraient peut-être pas venus s'ils n'avaient pas été invités de base à cet horaire-là, puisqu'ils auraient cours. Donc aussi sur ces parties-là, ou parce que ça reste un jeudi ou vendredi, où ils sont peut-être des emplois du temps chargés. Juste pour peut-être une piste à creuser, la question des horaires est fondamentale en ce moment dans le rapport des jeunes, mais dans la scolarité, dans des tas de choses. Et depuis, mais vraiment, je le dis, vous savez qu'on se pose beaucoup de questions ensemble, qu'on galère ensemble, qu'on fait vraiment ces choses. Et que cette problématique des horaires, comme ça a été posé pour les travailleurs pendant très longtemps, c'est la question que Villard va se poser pour transformer l'accès en disant à quel horaire je mets une pièce de théâtre. La considération de ce qu'on appelait pendant longtemps la condition étudiante, parce que c'était pas un statut. Il y a une vraie piste. Je ne dis pas qu'il y a la réponse, mais déjà de constater cette question-là. Hier, sur France Culture, il y avait vraiment une question sur des incompréhensions, mais qu'on va partager. C'est l'impression
dans la réforme du lycée, de l'augmentation du volume horaire, on constate qu'il y a une baisse du volume horaire. Mais il faut simplement le constater. On ne va pas dire c'est vrai, c'est pas vrai. Cette problématique, elle est ultra importante dans des journées qu'on vit tous de plus en plus remplies, parce que ce qui a changé aussi dans la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, c'est les conditions de travail, de job étudiant, la question du temps. Je veux dire vraiment voilà, c'est juste parce que ces horaires jeunes, je pense, non, votre expression, elle est très juste. C'est pas 18-25 ans. Et voilà, il y a un truc qui est... On n'a pas de réponse, mais déjà, si on arrive à formuler un peu la question, ça sera pas mal. Donc, merci beaucoup. Rajouter juste que c'est vrai que la dimension de 18-25 ans, elle encadre plusieurs publics. Donc il y a les étudiants, mais il y a aussi des jeunes travailleurs. Donc c'est vrai qu'il fallait aussi faire cette part-là des choses et faire attention aussi à ce détail. Je crois qu'on est invité à avoir des mots de conclusion, c'est ça? Merci encore. J'ai hâte de lire le grand rapport. Et juste pour conclure, vous avez un petit peu été en contact avec des personnes qui ont bénéficié du dispositif Parcours Trans, que ce soit les ambassadeurs et ambassadrices et les lycéennes de Combourg. Et en fait, ça me rappelle que chaque année, on fait quand même venir, on va dire 400, là cette année 470 personnes. C'est pas tous des jeunes de 18 à 25 ans, mais il y en a quand même pas mal qui ont entre 16 et 22, on va dire. Et en fait, c'est complètement dingue la différence de retour d'expérience qu'elles ont par rapport à d'autres jeunes avec qui vous avez pu interagir ou même avec lesquels nous, on interagit voilà, par ailleurs. Et moi, ça me pousse encore plus à me dire que il faut absolument qu'on arrive à avoir des postures et des démarches d'éducation artistique pour vraiment le grand public, enfin le plus grand nombre de personnes, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas des retours tels avec des personnes qui sont un peu pris par la main, qu'on invite, qu'on renseigne, qu'on accompagne en fait dans cette première expérience. Voilà. Moi, il y a quelque chose que les échanges là, après la présentation me fait venir. En fait, moi, je suis assez sensible à l'histoire. Je vois bien la limite, mais à l'histoire du rapprochement avec le champ de la musique classique et de la musique jazz, c'est que je vais vous dire, je suis sensible à ça parce que j'y ai beaucoup pensé pendant cette édition du festival. Je pense qu'on a sans doute une part, et ce serait un intérêt à creuser, mais une part de public musicien, de personnes musiciennes elles-mêmes, plus haute que dans beaucoup de festivals, parce que je pense que la promesse justement d'amener des formations qu'on n'a jamais vues sur scène, un instrumentarium qu'on ne voit pas dans d'autres festivals qui vont être plutôt sur des logiques de tête d'affiche ou en tout cas de choses plus normatives, on va dire, dans le champ de musique actuelle occidentale. Je pense que c'est une promesse d'inspiration ou d'épaissement ou même de découverte en live d'une façon de jouer d'un instrument différente qui peut être inspirante pour les musiciens. Et je pense que peut-être aussi il y a une attention à la dimension vraiment musicienne et musicale de la musique. C'est un peu con de dire ça comme ça, mais dans un festival de jazz ou de musique classique qu'on peut partiellement retrouver dans un festival comme le nôtre et peut-être moins dans des festivals qui vont activer d'autres leviers, plutôt marketing. Alors je ne suis pas du tout dans la caricature en disant ça, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose, à mon avis, qui est intéressant à venir gratter, à la fois pour tout ce que ça n'est pas sociologiquement, mais aussi pour peut-être une identité spécifique du festival. Parce que pour rebondir à l'étude dont parlait Zoé tout à l'heure, moi j'ai pas lu celle-là, mais par contre, il y a une étude, une observation du ministère de la Culture et du CNM, Centre National de la Musique, qui a été opérée cet été, qui postule de manière évidente un vieillissement des festivals et de tous les festivals et d'à peu près toutes les pratiques artistiques en ce moment. Je veux dire, il y a eu... alors, la causalité exacte, elle n'est pas forcément connue, mais en tout cas, la simultanéité avec le Covid et les effets du Covid, elle est là factuellement. Donc, est-ce que c'est l'empêchement des premières fois? Est-ce que c'est un
concours générationnel d'extension du numérique, d'extension ou de déformation du rapport entre l'intérieur et l'extérieur, l'intime et le collectif. Tout ça, évidemment, manque un peu de recul pour le trancher, mais en tout cas, il y a un fait qui est en train de se dessiner et qui marque peut-être une forme d'invitation à nous à réinterroger la manière même dont on se présente, on présente le festival et la promesse du festival. Je pense qu'à une période, l'adhésion au festival, y compris chez les publics jeunes, se faisait sur une forme de promesse qu'il allait forcément en sortir une révélation qui allait s'imposer absolument dans le paysage musical dans les années qui suivent. Il y a eu une mythologie des artistes révélés par les trans et qui ont vraiment complètement explosé suite aux trans, qui fait que pendant vraiment des années et des années et des années, on a entendu des gens dire « j'étais au concert de Nirvana aux trans, j'ai vu Björk aux trans, j'ai vu Daft Punk aux trans sans leur casque ». Et en fait, moi, j'ai entendu personne dire « tiens, j'étais au concert de Zao de Sagazan aux trans il y a 2 ans ». Mais les gens ne le disent pas. C'est vrai, ils le savent, mais ils ne le disent plus. Et c'est plus du tout ça le levier de notoriété du festival ou le levier d'appel. Et je pense que l'imaginaire de communication, il est resté très ancré là-dessus, alors que aujourd'hui, il y a sans doute une autre responsabilité qu'on a, et je vais connecter avec votre travail, rassurez-vous, c'est que la préconisation que vous faites sur justement cette programmation participative, l'idée m'intéresse profondément en ce qu'elle engage le territoire dans une attention à sa scène locale, dans une attention à l'émergence, et vraiment la dimension d'aller interpeller les gens dans une certaine durée pour sensibiliser au fait qu'il y a des artistes, des créateurs, et en proximité, je trouve ça passionnant. Et la modalité que vous proposez, je la trouve relativement peu adéquate, en revanche, par rapport à notre projet, parce que dans votre scénario, vous proposez qu'un artiste vienne finalement occuper une case, là où je pense que notre responsabilité, elle est beaucoup plus d'accompagner aussi à ce que c'est qu'une programmation musicale et artistique. Ce qui est un peu, et c'est là où ça boucle sur le début de mon propos, excusez-moi, je suis peut-être long et pas très clair, mais précisément l'hypothèse qu'il y a peut-être plus de mélomanes et de musiciens dans le public des trans fait que notre responsabilité, elle est peut-être davantage dans le fait de partager des enjeux de ce que c'est que valoriser de l'artistique à travers une programmation, des choix de programmation grand angle, et pas simplement de concéder, entre guillemets, une case à une programmation participative. De fait, par rapport à l'action culturelle dont parlait Camille, si on devait aller vers une programmation ouverte, pas intégralement, mais participative, ça aurait du sens au regard de notre engagement en action culturelle depuis une vingtaine d'années, et même au-delà d'ailleurs, d'en faire un vrai objet d'implication des personnes dans une appropriation, une compréhension vraiment du sens que ça a, de pouvoir aussi bien présenter un groupe japonais qui arrive de nulle part, alors que dans le hall d'en face, il y a un groupe de rock anglais, et dans un autre hall de l'électro sur un sous-courant d'un truc de la scène berlinoise. Enfin, c'est ça qu'on a à transmettre plutôt que, ben oui, intéressez-vous à tel artiste et votez pour lui, ce qui, à mon avis, n'est pas complètement la voie d'avenir, même si celle que vous ouvrez à travers justement une main tendue peut-être plus largement, c'est ce que je retiendrai, et c'est pour conclure de votre travail, c'est que ce que vous renvoyez nous invite vraiment à dépasser encore une fois l'entre-soi dans lequel on peut être toujours en tant que festivalier heureux des transmusicales ou organisateur, et ça nous donne quand même plein de leviers, plein d'appuis, même pour partager en équipe sur l'intérêt à écarter, pousser nos murs, pousser nos représentations et faire de la place à la réalité de l'expérience que vont avoir les personnes quand elles viennent chez nous. Donc merci encore pour ça, et d'autant plus impatient de la version finale. Merci. Merci beaucoup. Donc nous voilà au bout de la première journée de soutenance des PEPS. On se retrouve demain à 14h dans la chapelle, dans l'amphithéâtre de l'agglomération Guingamp-Paimpol, pour la soutenance dans l'ordre de la DRA EAC,
en présence des membres du jury, puis la soutenance consultation populaire. À demain. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Sculptez le son, aiguisez son regard. L'INSEAC du CNAM.